Dieppe, un petit port de pêche du nord de la France, qui sert aussi de liaison portuaire par ferry avec l'Angleterre. Il y a 60 ans, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, ces plages furent le théâtre d'une bataille féroce, lorsque les troupes canadiennes tentèrent de prendre pied dans l'Europe occupée par les nazis. Le 19 août 1942, les hommes de la 2e division d'infanterie canadienne, soutenus par les commandos britanniques et les US Rangers, se préparent à lancer une incursion majeure sur le port tenu par les Allemands. Mais s'attendant à une attaque, ces derniers savent Dieppe bien protégé par les canons et les bunkers qui se succèdent tout au long de la côte. Ils sont en état d'alerte. Si bien que lorsque les Canadiens débarquent sur la plage, ils sont accueillis par un tir de barrage dévastateur. Des centaines d'hommes sont fauchés avant même d'atteindre la plage. Dans le ciel, le scénario est similaire. Les Alliés avaient espéré attirer la Luftwaffe et anéantir les avions en plein vol. Mais ce sont les Allemands qui sont victorieux. Ils abattent 2 fois plus d'avions que leurs ennemis. Lorsque l'ordre de repli est enfin donné, seuls quelques Canadiens parviennent à s'échapper des plages. Près de 1500 autres se sont rendus aux Allemands. Ainsi, la première grande attaque alliée sur la France occupée est un désastre. Le mur de l'Atlantique, tant vanté par Hitler, a montré sa puissance. Pire, les Alliés qui espéraient que le raid de Dieppe allait permettre de diminuer la pression allemande sur le front russe et d'ouvrir le 2e front réclamé par Staline, voient leurs espoirs partir en fumée. En juin 1940, Hitler est maître de toute l'Europe occidentale, à l'exception de la Grande-Bretagne. Ses efforts pour la soumettre échouent quelques semaines plus tard, avec la victoire de la Royal Air Force sur la Luftwaffe lors de la bataille d'Angleterre. L'ambition du Führer se tourne alors vers l'Est. En juin 1941, il lance ce qui sera la plus grande offensive terrestre de l'histoire, l'opération Barberousse contre l'Union soviétique. Tandis qu'elle pénètre de plus en plus profondément en URSS, les troupes de la Wehrmacht voient se profiler une victoire triomphale. Mais elles sont stoppées aux portes de Moscou par la rudesse de l'hiver russe. Au printemps 1942, les Allemands relancent l'offensive. Une fois de plus, leurs panzers s'enfoncent au cœur même de l'URSS. Les Soviétiques se défendent farouchement, mais la pression allemande semble constante. L'URSS se tourne alors vers les alliés occidentaux. Au cours d'une visite en Angleterre et aux États-Unis, Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères soviétique, conjure les alliés d'ouvrir un second front afin d'éloigner de l'Est les troupes allemandes. Mais à l'époque, les alliés ne sont pas en mesure d'accéder à cette requête. Lorsqu'en décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre, le Premier ministre anglais Winston Churchill et le président américain Roosevelt se mettent d'accord sur un point. Dans un premier temps, les efforts seront concentrés sur la défaite de l'Allemagne plutôt que sur celle du Japon. Churchill rassure Joseph Staline, mais les puissances occidentales ont besoin de temps pour réunir leurs armées. Les chefs alliés ne pensent pas être en mesure de mettre au point une invasion de l'Europe occidentale occupée par les nazis avant 1943. En attendant, les Alliés soutiennent les Soviétiques de 2 façons. Ils commencent à intensifier leurs bombardements stratégiques sur l'Allemagne. Et des commandos britanniques, récemment créés, lancent des raids sur les côtes de l'Europe occupée.
En 1941, ces commandos attaquent des unités allemandes sur les îles norvégiennes Lofoten ainsi que sur le continent à Vaxo. Ces deux opérations, couronnées de succès, empêchent les Allemands de déployer leurs troupes depuis la Norvège. Pour aider les Soviétiques en obligeant la Wehrmacht à concentrer ses forces à l'ouest, les Britanniques prévoient de mettre au point des opérations similaires, mais de plus grande portée, sur les côtes françaises occupées. L'un des sites ainsi choisis sera précisément le port de Dieppe. En 1942, Lord Louis Mountbatten est responsable des opérations d'incursion des forces britanniques sur les côtes européennes occupées par les nazis. Lorsque le Premier ministre Winston Churchill m'a nommé chef des opérations alliées, il m'a confié deux tâches principales. Poursuivre d'abord les opérations commando, puis mettre au point l'invasion du continent proprement dite. Parce qu'il disait qu'à moins de débarquer et de combattre à terre les armées d'Hitler, nous ne gagnerions jamais la guerre. Le quartier général de Mountbatten dresse les plans d'incursion de grande portée sur les côtes françaises, qui permettraient de faire relâcher la pression allemande sur le front de l'Est. L'un de ces raids consiste en une attaque du port de Dieppe. Ayant pour nom de code Reuter, ce raid est censé être une opération de reconnaissance en force, prévoyant la destruction de toutes les structures stratégiques possibles. Dieppe est une cible particulièrement intéressante, car elle entre dans le rayon d'action des chasseurs de la Royal Air Force basés au sud de l'Angleterre. À ce moment, l'attention du haut commandement allemand est concentrée sur la Russie. Du point de vue militaire, la France est considérée comme une zone tranquille. Le quartier général allié pense donc que le port de Dieppe est défendu par des troupes allemandes de second ordre qui n'opposeront qu'une faible résistance. Les Allemands ont toutefois intégré Dieppe dans leur système de défense du mur de l'Atlantique. Ils ont en conséquence installé le long de la côte de puissantes batteries qui surplombent la ville. Ces batteries doivent être neutralisées avant même d'envisager de débarquer. Les cerveaux de l'opération Reuter proposent alors de larguer des parachutistes pour neutraliser ces batteries juste avant l'attaque principale du port. En février 1942, des troupes aéroportées lâchées sur une station radar allemande près du village côtier de Grunewald, en France, sont parvenues à mener leur mission à bien en détruisant le site. Les Alliés pensent donc pouvoir réitérer l'opération. Pour soumettre davantage les défenses allemandes, le Bomber Command de la Royal Air Force effectuera un raid préalable au débarquement. Les bombardiers viseront également des cibles situées à l'intérieur des terres, afin d'empêcher les renforts allemands d'atteindre la ville. La Royal Navy accepte de couvrir les soldats par un tir de soutien. Cependant, elle interdit à tout navire plus grand qu'un destroyer d'opérer dans la Manche. La Royal Navy, qui a perdu de nombreux bâtiments au cours de la bataille d'Angleterre en 1940, considère le risque trop important pour ses vaisseaux de guerre plus puissants. Aucune exception ne sera donc faite pour l'opération Reuter. Le plan prévoit qu'une fois les deux batteries côtières principales neutralisées par les parachutistes, une force équivalente à celle d'une division débarquera sur 4 plages surnommées bleues, rouges, blanches et vertes. Le général Montgomery, commandant en chef de l'armée dans le sud-est de l'Angleterre, décide de faire appel à la 2e division d'infanterie canadienne. Ce choix n'est pas dû au hasard. Arrivés en Angleterre en décembre 1939, les premiers soldats canadiens n'ont depuis 2 ans quasiment rien vu de la guerre. L'ennui et l'impatience ont gagné les troupes. Le général Montgomery et le Premier ministre canadien Mackenzie King attendent tous deux avec impatience de les envoyer au combat. Le raid de Dieppe semble être l'occasion rêvée de concrétiser les longs mois d'entraînement de ces soldats. Avant d'arriver en Angleterre au cours de l'été 1940,
la 2e division canadienne a en effet passé plusieurs mois fastidieux de garnison en Islande. Les Canadiens doivent maintenant participer à la défense du sud de l'Angleterre contre une invasion possible des Allemands. En 1942, la frustration grandit au sein des troupes pourtant très entraînées. Tous les soldats des formations canadiennes savent que d'autres soldats de l'Empire, comme les Australiens, les Indiens ou les Sud-Africains, se battent déjà en Afrique du Nord depuis 1940. Pour eux, l'occasion va donc maintenant se présenter. À la tête de la 2e division canadienne se trouve le général de division John Roberts, un artilleur de la Première Guerre mondiale. Pour réaliser le raid sur Dieppe, Roberts sélectionne 6 de ses régiments d'infanterie, le Royal Regiment of Canada, le Royal Hamilton Light Infantry, l'Essex Scottish, le South Saskatchewan Regiment, les Queen's Own Cameron Highlanders of Canada et une unité franco-canadienne, les Fusiliers Mont-Royal. Le général Roberts soumet ensuite ses hommes à un entraînement intensif, poussé jusqu'au combat de rue, afin de les préparer à se battre à l'intérieur même du port. Il dispose également d'une unité blindée pour le tir de soutien rapproché sur les plages, le 14e bataillon de chars canadiens, équipé des chars britanniques Churchill Mk1. Armé d'une pièce de 2 livres, d'une mitrailleuse et d'un obusier de 75, servi par un équipage de 5 hommes, le Churchill est conçu pour le soutien de l'infanterie. Le modèle standard n'est toutefois pas adapté aux opérations amphibies. Le char est donc modifié en hâte pour lui permettre d'atteindre la terre ferme depuis une barge de débarquement. Mais atteindre la plage n'est qu'un défi parmi tant d'autres. Les Churchill vont devoir ensuite progresser sur les galets des plages. Ils devront enfin franchir une digue pour pénétrer dans la ville de Dieppe. Les Canadiens procèdent à des répétitions générales du débarquement durant le mois de juin. La première est un désastre. La seconde montre une amélioration. Fort de cette bonne nouvelle, le général Montgomery fixe la date du raid sur Dieppe au 4 juillet 1942. Mais le mauvais temps retarde cette échéance et, une fois de plus, la frustration règne au sein des troupes canadiennes. Pire, un problème de sécurité commence à se poser. Même si les soldats canadiens n'ont pas reçu leur ordre précis d'opération, la plupart se doutent que la cible pour laquelle ils se sont tant entraînés lors d'exercices de débarquement amphibie sera le port de Dieppe. Le danger est réel. Par inadvertance, les hommes en permission risquent de divulguer des détails de l'opération. De plus, la concentration des barges de débarquement dans les ports du sud-est de l'Angleterre ne peut pas être dissimulée aux avions de reconnaissance allemands. Ce sentiment est renforcé lorsque des chasseurs-bombardiers allemands Focke-Wulf 190, survolant l'île de Wight, descendent doucement et se mettent à tirer sur les barges rassemblées. Il semble dès lors probable, sinon certain, que les Allemands sont au courant de l'attaque prévue. Les reports répétés de l'opération Rother convainquent un grand nombre de personnes, dont le général Montgomery, que cette dernière a été compromise. Il serait à ses yeux préférable d'annuler le raid sur Dieppe. Mais Montgomery est alors envoyé loin d'Angleterre, en Afrique du Nord, à la tête de la 8e armée. L'amiral Lord Louis Mountbatten, dont le quartier général des opérations combinées a planifié le raid, insiste donc pour maintenir l'attaque de Dieppe, en lui attribuant un nouveau nom de code, Jubilé. Il déclarera plus tard avoir reçu le consentement verbal des chefs d'état-major britanniques
pour mener à bien la mission, cette décision n'ayant pas été couchée sur le papier afin d'en préserver le secret. Un certain nombre de modifications significatives sont apportées au plan originel. Elles comprennent notamment l'annulation du bombardement préalable de la ville par crainte de causer des pertes civiles inutiles. La RAF déclare également qu'en raison des conditions météorologiques incertaines, elle n'est pas sûre de pouvoir larguer les parachutistes suffisamment près pour qu'ils neutralisent les 2 principales batteries côtières allemandes. Les éléments aéroportés de l'opération Jubilé sont par conséquent annulés. Il reste toutefois une condition préalable essentielle à remplir pour le succès du raid: empêcher les batteries ennemies de tirer sur les forces amphibies arrivant par la mer. Des commandos de l'armée britannique sont donc sélectionnés pour prendre en charge cette mission. Des US Rangers, équivalent américain récemment formés des commandos anglais, s'entraînent simultanément en Angleterre. 50 d'entre eux sont désignés pour se joindre à leurs homologues anglais et prendre part à l'assaut. Cela fera d'eux les premiers soldats américains à combattre sur le sol européen. Les commandos et les Rangers doivent d'abord débarquer sur la plage, puis escalader les falaises avant d'attaquer les batteries. Une fois les canons neutralisés, le débarquement principal aura lieu comme le voulait le plan originel. Quand ils auront atteint les plages, les Canadiens doivent avancer dans les terres et attaquer d'autres batteries de canons ainsi qu'un terrain d'aviation avoisinant avant de se replier. Le jour de l'attaque est fixé, ce sera le 18 août 1942. Pendant ce temps, tandis que le jour fatidique approche, les Allemands poursuivent leur mission de reconnaissance aérienne au-dessus de la côte sud de l'Angleterre. Les photographies rapportées par les avions les confortent dans leur certitude. Les Britanniques sont sur le point de monter une attaque. Placées en état d'alerte, les troupes allemandes autour de Dieppe et tout le long du mur de l'Atlantique procèdent à des répétitions en vue de contrer l'invasion. Les soldats se livrent à des exercices à balles réelles sur les plages de Dieppe. En Angleterre, les troupes de la 2e division d'infanterie canadienne et les commandos affinent leur préparation en vue du raid. Mais, le 17 août, alors qu'ils se préparent à prendre la mer, le mauvais temps les force à retarder une nouvelle fois la mission de 24 heures. Pendant ce temps, déterminée à remporter une victoire décisive sur la Luftwaffe, la RAF prépare ses avions. 56 escadrons de chasseurs comprenant des appareils de la 8e Air Force américaine doivent prendre part au raid. Le 18 août, l'opération Jubilé est lancée. Les dragueurs de mines commencent à dégager un passage à travers la Manche. Au cours de cette nuit, plus de 6000 hommes, dont près de 5000 Canadiens, prennent la mer sur une flotte impressionnante. 8 destroyers, 16 vedettes porte-canons, 20 chaloupes à moteur, 7 chasseurs de sous-marins et 191 navires de débarquement. Peu avant 4 heures du matin, la force navale croise un convoi côtier allemand venant de Boulogne. Les 2 camps ouvrent le feu. La force d'attaque principale n'est pas touchée par cette rencontre inopinée avec l'ennemi. Mais le commando numéro 3, dont l'objectif est de neutraliser la batterie côtière ouest, perd 6 barges de débarquement, dont celle qui transporte son officier responsable. Au total, seuls 18 sur les 300 hommes de départ atteignent la plage. À leur tête, le major Peter Young, qui deviendra l'un des officiers de commando les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale.
Leur objectif est la batterie Goebbels, à Berneval, d'après le nom du ministre de la propagande du Reich. Jung et ses hommes débarquent peu avant l'aube et doivent escalader la falaise que domine la batterie Goebbels. Jung repère alors un couloir festonné de fils barbelés qui semble être le seul passage possible. Avec beaucoup de difficultés, les commandos parviennent à se hisser jusqu'en haut du couloir. Essuyant le feu constant de l'ennemi, le petit groupe avance vers la batterie. Les commandos atteignent un champ de blé qui leur permet de se dissimuler. Puis, ils ouvrent le feu. Le canon le plus proche pivote sur eux. Peter Jung décrit plus tard ce qui se produit alors. Les Allemands ont fait tourner leur canon de gauche, le numéro 4, et ont fait feu en plein sur nous. Il y a eu un énorme bang. Une fumée orange et noire a jailli de cette chose et est passée au-dessus de nos têtes pour aller exploser dans un ballon derrière nous, quelque part en France. J'ai pensé alors que c'était une très bonne chose parce que si c'était nous qu'ils visaient et manquaient, c'est qu'ils n'étaient sûrement pas en train de tirer sur la flotte britannique. Le commandant Jung s'inquiète alors d'une possible contre-attaque des Allemands, d'autant plus qu'il est à court de munitions. Il ordonne donc à ses hommes de se replier vers les plages, d'où ils sont évacués sans subir de pertes. Sur le flanc opposé, à vaste rival, le commando numéro 4 monte une attaque sur deux fronts contre la batterie surnommée S. Sous les ordres du commandant Derek Mills Roberts, un groupe dont l'objectif est de couvrir la progression des autres, escalade, sitôt débarqué, les falaises abruptes qui surplombent la plage orange. Une fois en haut, les commandos installent leurs armes pour couvrir le groupe chargé d'attaquer la batterie. L'adjudant-chef Jimmy Dunning est en charge du mortier. Il se souvient. Dès que le signal pour ouvrir le feu a retenti, on s'est exécuté. Le premier tir est tombé un peu à gauche. Il a donc fallu ajuster l'angle du mortier. Le second tir est venu s'écraser en plein milieu de la batterie. On a gardé le même angle. Le suivant, le troisième en fait, a touché le dépôt de munitions de la batterie. Il y a eu de la fumée et des flammes et on a su qu'on avait fait mouche. Le reste du bientôt célèbre commando numéro 4 détruit la batterie de canon, tuant environ 150 Allemands contre 45 tués, blessés ou disparus côté allié. Les commandos sont ainsi parvenus à remplir leur part de l'opération Jubilé. L'attaque principale de Dieppe est maintenant du ressort des Canadiens. Le 19 août 1942, à 3 h du matin, les pilotes de chasse anglais et américains décollent en direction de Dieppe. Au-dessous d'eux, tandis que les navires de débarquement approchent des côtes, le feu des 8 destroyers s'abat sur le littoral. Au point du jour, les troupes de la 2e division canadienne descendent dans leurs barges de débarquement et se mettent en formation. Les embarcations prennent alors la direction des plages pour l'attaque. Au bout de quelques minutes, les tirs des défenseurs allemands s'abattent sur elles. Dans les premières lueurs du jour, les bombardiers moyens de la RAF décollent outre-Manche, avec pour objectif d'attaquer les positions allemandes dans la région de Dieppe. Mais les avions évitent de survoler la ville elle-même, de crainte d'infliger des pertes civiles. Les bombardiers ajoutent au vacarme assourdissant des explosions qui font écho autour de Dieppe. Dissimulées par un écran de fumée, les barges de débarquement approchent des plages de la ville. Le tir
tir de représailles allemand s'intensifie. Vers 5 heures, les premières barges atteignent les plages. Sur la plage bleue, un survivant se rappelle cet instant du débarquement. Les portes d'étrave se sont abaissées et on s'est précipité en avant. Mon Dieu, quelle course! Il y avait des cadavres dans l'eau et à l'endroit précis où j'ai débarqué, la manche était rouge. Je vous laisse deviner pourquoi. En face de nous, beaucoup de gars d'autres compagnies qu'on connaissait flottaient dans l'eau. La plage était entièrement recouverte de morts et de blessés. Seule une poignée d'hommes avait atteint la digue. Cette digue s'étendait sur toute la longueur de la plage. Et à la fin de la digue, la plage remontait des deux côtés. Sur le flanc gauche, en levant la tête, on pouvait voir les blocos. Même chose à droite. Leurs feux croisés balayaient toute la plage, ce qui fait que même en atteignant la digue, vous vous faisiez coincer. Sur les 554 hommes qui débarquent sur la plage bleue, 209 sont tués et 262 sont faits prisonniers. Les Allemands comptent seulement 2 morts et 9 blessés. Les promontoires autour du port étant toujours sous contrôle des Allemands, les débarquements sur le front de mer de Dieppe sont voués à l'échec. Les renforts allemands se précipitent maintenant vers les côtes pour contenir la force d'invasion. À bord du destroyer Kalp, où il a mis son PC, ne recevant pratiquement aucune information des forces à terre, le général Roberts n'a pas la moindre idée de ce qui se trame sur les plages. Il ordonne pourtant la poursuite des débarquements principaux sur Dieppe. Lorsque la barge de débarquement atteint la plage de Galets, elle essuie le feu des mitrailleuses allemandes qui la visent avec une précision redoutable. Les Canadiens qui parviennent à s'échapper de la plage progressent laborieusement sous le feu puissant de l'ennemi. Seuls les chars peuvent fournir un tir de soutien valable. Mais incapables de se dépêtrer des galets de la plage, ils deviennent une cible facile pour les artilleurs allemands qui les éliminent l'un après l'autre. Les fantassins n'ont donc que leurs armes personnelles pour faire face à ce combat de plus en plus inégal. Au-dessus de cette bataille désespérée, la Luftwaffe et la Royal Air Force sont aux prises dans un combat aérien. La Luftwaffe mène des attaques répétées contre les forces navales ancrées au large de Dieppe. Les combats aériens sont tellement féroces et rapprochés que la Royal Navy abat des avions des deux camps. Toujours incapable d'établir une communication radio avec les troupes à terre, le général Roberts se résout au désespoir à envoyer sa réserve. Peu après 7 heures du matin, les fusiliers Mont-Royal, franco-canadiens, ainsi qu'un commando de la Royal Marine prennent la direction de la plage. Seuls quelques fusiliers parviennent à atteindre le rivage, car leur barge de débarquement est détruite par un tir de canon allemand. Le lieutenant-colonel Joseph Picton Phillips n'objecte rien lorsque ses Royal Marines sont envoyés à l'attaque, mais il comprend en approchant de la plage que la situation est désespérée. Portant des gants blancs pour que ses hommes le reconnaissent pendant la bataille, il bondit sur la plateforme dressée de la barge de débarquement et fait signe aux autres de faire demi-tour. L'un après l'autre, ses soldats comprennent et obtempèrent. Mais les artilleurs allemands, eux aussi, l'ont repéré. Picton Phillips tombe, mortellement blessé, après avoir sauvé ses hommes d'une mort quasi certaine. Le capitaine de frégate John Hughes Hallett et le général Roberts décident de replier leurs forces. Le signal Vanquish est envoyé aux troupes en difficulté.
Il fallait improviser le repli qui se déroulait dans des conditions épouvantables. Les équipages des barges de débarquement faisaient preuve d'un courage exceptionnel. Beaucoup d'entre eux vinrent se placer le long des destroyers qui restèrent près du rivage, tout au long du repli, pour transférer les blessés, en particulier sur le Calpe. On les a amenés en bas, on les a mis dans le poste d'équipage jusqu'à ce qu'ils soient remplis. On les a emmenés à l'infirmerie jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Puis on n'a pas eu d'autre choix que de les mettre sur le pont supérieur où ils étaient totalement exposés à tout ce qui pouvait arriver. Et le moment est venu où il nous a fallu entreposer les cadavres les uns au-dessus des autres pour laisser de la place sur le pont supérieur aux autres blessés qui montaient à bord. Un peu moins de 300 soldats canadiens parviennent à être évacués des plages de Dieppe. Ceux qui n'ont pas été abattus sont forcés de se rendre. Un Français qui vivait à Dieppe à l'époque se souvient. Je les ai vus, les prisonniers qui passaient dans les rues les bras en l'air. Certains n'avaient plus de pantalons. D'autres étaient nus, blessés ou pieds nus. Ils sont arrivés à l'hôpital, je leur ai parlé là-bas, puis je suis allé à la gare. Les cadavres avaient été transportés par les Français en camion et rassemblés en un tas. Le lendemain, ils étaient recouverts de fleurs et de lettres d'enfants qui disaient « Merci pour ce que vous avez fait, braves soldats. Nous ne vous oublierons jamais. » Pour les vaillants Canadiens, la reddition est le dernier affront à endurer de cette journée catastrophique. Certains régiments ont perdu 2/3 de leurs effectifs en l'espace de quelques heures. D'autres ont essuyé le gros de leurs pertes en quelques minutes seulement. Le cœur même de la 2e division canadienne a été arraché. Le capitaine John Foote, aumônier de la Royal Hamilton Light Infantry, personnifie l'esprit de sacrifice. Il recevra la Victoria Cross pour être venu en aide aux blessés sur les plages sous le feu écrasant de l'ennemi. Alors qu'on lui propose d'embarquer, il insiste pour rester auprès de ses hommes et part en captivité avec eux. Pour plus de 2000 commandos canadiens, marins et soldats de l'armée de l'air, la guerre est terminée. Le New York Times commentera plus tard « Il y aura un jour sur les côtes françaises 2 endroits sacrés pour les Britanniques et leurs alliés. L'un d'eux sera Dunkerque, où l'Angleterre fut sauvée car une armée vaincue refusa de se rendre. L'autre sera Dieppe, où des braves sont morts pour prouver qu'il existe une mauvaise manière d'envahir un pays. Ils connaîtront leur heure de gloire quand la bonne manière aura été tentée. » Mais comment expliquer un échec aussi désastreux ? Sur les quelques 5000 Canadiens qui prennent part au raid de Dieppe le 19 août 1942, moins de 2000 reviennent en Angleterre. Parmi eux, on compte 568 blessés. Les pertes de la RAF sont lourdes, elles aussi. 106 avions ont été détruits. Quelques pilotes abattus sont sauvés, mais 67 d'entre eux meurent, dont 2 Américains. Jamais la Luftwaffe n'infligera à la RAF de pertes aussi lourdes en une seule journée. Les commandos accusent des pertes totales de 246 tués, blessés ou disparus, dont 24 officiers. La Royal Navy perd 550 hommes, ainsi qu'un destroyer, le Berkeley, et 33 barges de débarquement. Les 29 chars Churchill flambant neufs qui ont débarqué sont abandonnés sur les plages, de même que beaucoup d'autres équipements.
Au total, les Alliés comptent 2340 prisonniers et 1027 morts, dont les premiers Américains tués au combat en Europe. Les pertes allemandes s'élèvent à 591 blessés, tués ou disparus. Le raid manqué de Dieppe alimente rapidement la propagande allemande, qui l'utilise notamment pour convaincre le peuple français de l'invincibilité de la Wehrmacht. Le malchanceux général de division canadien John Hamilton Roberts ne se verra jamais plus confier de poste important. Le caporal Franklin Kuntz des US Rangers est l'un des nombreux soldats récompensés pour leur vaillance à Dieppe. L'amiral Mountbatten lui remettra personnellement la médaille militaire britannique. Le raid de Dieppe fait d'ailleurs les plus gros titres des journaux américains depuis Pearl Harbor, bien que seuls 50 US Rangers y aient pris part. Un lien durable s'est forgé au cours de cette expérience entre ces Rangers américains et les commandos britanniques. Mais rien ne peut cacher le fait que le raid de Dieppe a été un désastre. Les raisons ne sont pas difficiles à énumérer. Les reports répétés de l'opération ont tout d'abord compromis sa sécurité. Les services de renseignement allemands se sont aperçus très vite qu'un raid allié était imminent. Il aura été facile d'en déterminer la date probable en étudiant le cours des marées et les conditions météo. Les Allemands ont ainsi pu placer leurs troupes en état d'alerte maximale. Deuxièmement, les positions allemandes dans le port et son voisinage devaient être neutralisées avant le débarquement des forces alliées. Mais les canons de 100 mm des destroyers britanniques n'ont pas été assez puissants pour s'acquitter de cette tâche. Troisièmement, le soutien aérien rapproché qui devait attaquer les cibles identifiées par les troupes au sol n'a pas fonctionné. Ce soutien aérien a été compromis car les Alliés n'ont pas obtenu, comme prévu, la supériorité aérienne sur la Luftwaffe, bien qu'ils aient envoyé 63 escadrilles de chasseurs et de bombardiers. Enfin, le seul tir de couverture possible pour l'infanterie devait provenir des chars Churchill du 14e bataillon de blindés. Or, sur les 29 chars qui ont atteint la plage, beaucoup ont bloqué leurs chenilles sur les plages de galets inclinées. Devenant des cibles faciles pour les Allemands, ils ont alors été incapables de soutenir la progression des fantassins. Ce fut un déplorable gaspillage de ressources. Mais de tous les problèmes rencontrés, le plus important reste la défaillance de commandement et le manque de contrôle des opérations. Tout au long du raid, le général Roberts ne sut pratiquement rien de la situation à terre. Les snipers allemands visaient ces opérateurs radio sur la plage et très peu d'entre eux ont survécu à l'assaut. Sans réseau de communication fiable, il était presque impossible de coordonner le repli et les pertes ont augmenté inexorablement. Au cours de l'analyse finale, les Alliés comprennent que l'attaque d'un port défendu est vouée à l'échec. Mais la leçon porte, et on s'en souviendra le 6 juin 1944 sur les plages dégagées de la Normandie. Le duc de Wellington disait que la bataille de Waterloo avait été gagnée sur les terrains de jeu de Eton. Je déclare que la bataille de Normandie a été gagnée sur les plages de Dieppe. Pour chaque homme tombé là-bas, 10 au moins ont été épargnés en Normandie. Mais les forces d'invasion alliées ont besoin d'un port pour acheminer ravitaillement et renforts. Les plages dégagées de Normandie ne sont pas en elles-mêmes une solution viable. Le capitaine de frégate Hughes Hallett suggère une solution. Les Alliés construisent alors des ports artificiels en béton qui sont remorqués à travers la Manche et assemblés au large des plages prévues pour l'invasion.
Ces structures massives sont appelées les ponts Mulberry. Afin de garder secret l'endroit et la date du débarquement, les Alliés mettent au point un plan élaboré et très efficace pour tromper l'ennemi. Autre condition indispensable, établir bien avant que le débarquement ait lieu une supériorité aérienne totale dans le nord de la France. Au cours des mois qui précèdent le jour J, les Alliés lancent donc des attaques systématiques. Dans le nord de la France, la Luftwaffe est quasiment anéantie. Après le débarquement allié, les attaques aériennes sur les axes de communication allemands entravent gravement la progression des renforts vers la Normandie. Contrairement à Dieppe, la Royal Navy et la marine américaine déploient une formidable armada de vaisseaux de guerre pour soutenir le débarquement. Les Britanniques développent une gamme de véhicules blindés spécialisés pour franchir les obstacles naturels ou artificiels que les troupes attaquantes sont susceptibles de rencontrer. L'un d'eux, appelé l'Arche, est conçu pour faire franchir aux chars des digues comparables à celles de Dieppe. Des chars, armés de fléaux, dégagent des couloirs à travers les champs de mines. D'autres, dotés de lance-flammes, peuvent venir à bout des blocos. Les leçons retenues lors du désastre de Dieppe ont été essentielles au succès du débarquement de Normandie 2 ans plus tard. Elles jouèrent un rôle clé dans la défaite de l'Allemagne nazie. La 2e division d'infanterie canadienne, qui avait tellement souffert lors du raid de Dieppe, fut de celles qui débarquèrent en France le jour J. Elle se fraya ensuite un chemin en France, puis à travers la Belgique et la Hollande, jusqu'au cœur même de l'Allemagne nazie. Mais pour les hommes de cette division, le moment le plus satisfaisant survint le 1er septembre 1944, lorsque les bataillons qui avaient combattu à Dieppe, le Royal Regiment, les Camerons, le South Saskatchewan, l'Essex Scottish et le Hamilton retournèrent libérer le port de la Manche. Les Canadiens y furent accueillis chaleureusement par la population, en reconnaissance du terrible prix qu'ils avaient payé 2 ans auparavant. Les pertes subies par les Canadiens au cours du raid de Dieppe restent à ce jour un sujet de controverse. Mais ainsi que le disait Winston Churchill, Dieppe occupe une place bien à elle dans l'histoire de cette guerre, et le nombre sinistre des pertes subies ne doit pas la classer dans le rang des échecs. Honneur aux braves qui sont tombés, leur sacrifice n'aura pas été vain.